Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avicenne ou la route d'Ispahan, l'enfant de Bruges, la pourpre et l'Olivier, le dernier pharaon, tous ces grands récits et pas mal d'autres ont fait de Gilbert Sinoué l'un des auteurs les plus lus en France. Gilbert Sinoué, qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir Gilbert Sinoué. Ses livres ont contribué, il faut vous le dire, à développer mon imagination. Ces temps-ci, il nous propose un bouquet de 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire. Et parmi elles, j'ai retenu une figure qui m'est chère et depuis longtemps, la seule femme qui, dans toute l'histoire de l'Égypte, ait réussi à se faire couronner pharaon. Elle s'appelait Hatchepsout. Un personnage fascinant, on imagine. Ah oui, et une fascinante époque. On est là sous la 18e dynastie, au 15e siècle avant notre ère. Ça nous remonte vraiment loin. On fait un sacré saut là aujourd'hui. Autant dire qu'on est à l'apogée d'une civilisation qui n'en finit pas de nous éblouir. Alors si vous souhaitez adresser vos remarques et vos questions à Franck et à son invité, vous connaissez maintenant la marche à suivre. Il suffit de poster un message sur le site d'Europe 1 ou bien sur la page Facebook de l'émission. Et je salue tous ceux qui nous podcastent puisque nous avons des résultats là qui sont très agréables à lire, évidemment. Nous sommes ravis effectivement d'être leaders en la matière. L'émission s'appelle donc Au cœur de l'histoire. C'est plus qu'un titre, c'est une invitation au rêve. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Pour le pêcheur solitaire qui descendait le Nil dans sa petite embarcation fragile, en pleine obscurité, le palais de Thèbes devait paraître comparable aux splendeurs promises du paradis d'Osiris. À la tombée de la nuit, les milliers de lampes s'allumaient comme si un géant avait lancé sur terre une poignée d'étoiles lumineuses et scintillantes qui se seraient disposées autour des vastes salles et des nombreuses allées pavées de ce royaume dans le royaume, se reflétant en tourbillons d'encens sur le fleuve plongé dans la nuit. Le domaine comprenait un ensemble de jardins, d'hôtels, de petites maisons et d'écuries, de granges et de communs, sans compter le palais lui-même avec ses gigantesques salles de réception et de festin, ses portiques aux colonnes élevées, ses promenoirs rehaussés de vives couleurs et pavés de représentations de poissons et d'oiseaux, de chasseurs et de gibier, de plantes, de tout ce qui pouvait agrémenter l'existence. Ces quelques lignes sont extraites de La Dame du Nil, le best-seller mondial de Pauline Gage. Ça avait été écrit en 77, La Dame du Nil est publié en France 3 ans plus tard, il y a donc un peu plus de 30 ans. Elle nous donne ces lignes une idée flatteuse, certes, mais sans doute assez juste, de ce qu'on a essayé d'identifier comme le palais des pharaons de la 18e dynastie. La 18e dynastie, c'est la première de ce qu'on appelle le Nouvel Empire. C'est une dynastie fondée par les princes libérateurs juste après la période d'occupation de l'Égypte par les Hyksos. Notre héroïne d'aujourd'hui, Hatchepsout, naît donc au cœur de ce fastueux palais. Elle naît sous le règne d'Amenophis Ier, peut-être en 1495 avant notre ère. Je dis peut-être parce que vous savez que dès qu'on entre dans la chronologie égyptienne, tout est à prendre avec beaucoup de réserve. Son père est le futur pharaon Thoutmosis Ier et sa mère, c'est la première épouse de Thoutmosis, la très noble Ahmès. C'est elle qui a nommé Hatchepsout, ce nom qui nous fait penser, nous, à un éternuement. Hatchepsout, ça veut dire la première des nobles dames. 1 an après sa naissance, lui naît un petit frère, un demi-frère je devrais dire, car il n'est pas de la même mère. Sa mère à lui est une épouse secondaire qui s'appelle Moutneferet. Ah oui, c'est comme ça, quand on entre dans l'Égypte antique, il faut s'apprêter à dire des noms un peu bizarres. Alors comme il se doit, Hatchepsout et son demi-frère vont passer les premières années de leur vie dans la ville sacrée, sur la rive droite, entre le sanctuaire d'Amon et son harem du sud, dans une imposante bâtisse de terre crue, blanchie à la chaux, assez semblable à celle qu'occupent leurs parents, nous dit Gilbert Sinoué. La demeure possède 2 étages, dominant un rez-de-chaussée que masque un grand mur d'enceinte, ondulé comme la première vague d'où naquit le monde. Le père d'Hatchepsout et de Thoutmosis s'appelle lui-même Thoutmosis. C'est un homme avisé et tout de suite il repère non seulement les capacités assez limitées de son fils, il se rend compte que le jeune Thoutmosis n'est pas très prometteur, mais aussi
les capacités alors hors du commun de sa fille. Et ces capacités-là, il n'a qu'une idée, c'est les entretenir, les développer. Il va donc confier son éducation à un personnage magnifique comme l'Égypte antique et d'une façon plus générale comme les grandes civilisations savent en produire. Vous savez, ces personnes qui sont à la fois herboristes, architectes, enfin les grands sages. En l'occurrence, il s'appelait Inéni. Assez vite, elle a 7-8 ans, Hatshepsut va voir le pharaon de l'heure mourir, Aménophis en l'occurrence. Et comme Aménophis n'a pas d'héritier direct, c'est Thoutmosis, donc c'est le père d'Hatshepsut, qui va coiffer la double couronne de Haute et Basse Égypte. Quel était le lien entre le pharaon Aménophis Ier et celui qui est en train de devenir Thoutmosis Ier? Pour tout vous dire, on ne le sait pas exactement. Thoutmosis, ça c'est une certitude, va devenir un bon et même un grand pharaon. Il mène un certain nombre de campagnes très importantes au Levant, comme on appelait à l'époque les côtes du Proche-Orient, tout à fait vers le sud de l'Égypte également, en Nubie. Il construit toutes sortes de temples, il fait creuser ce qui sera sûrement la première des tombes de la vallée des rois. Vous savez qu'en Égypte, le pouvoir se manifeste essentiellement et presque toujours par la construction. Bref, c'est ce qu'on appelle un grand monarque. Sa fille, la princesse royale Hatshepsut, se montre immédiatement consciente de son rang, des devoirs que ça lui impose. Vous voyez un peu le contraste avec son frère. Elle est confiée, à partir du moment où elle est princesse royale, elle est confiée à un tuteur royal qui s'appelle Pen Nekhbet et qui est un des grands conseillers du précédent pharaon. C'est lui qui va l'instruire, la former, lui apprendre l'histoire. Il perfectionne le savoir qu'Inéni lui avait déjà conféré. Alors, on peut dire peut-être que toute cette histoire d'Égypte va un peu tourner la tête à Hatshepsut, au point qu'elle affirme avoir reçu un oracle, nous dirions-nous une vision, dans la cour de ce fameux harem du Sud où elle réside. Cet oracle lui prédit qu'un jour elle régnera, nous verrons tout à l'heure avec Gilbert Sinoué ce qu'il faut en penser, qu'elle régnera sur les deux rives, c'est-à-dire sur le royaume d'Égypte. Ce qui est certain, c'est que le nouveau pharaon se soucie naturellement de sa succession et évidemment qu'il s'inquiète de voir l'Égypte tomber entre les mains de celui qui s'appellera un jour Thoutmosis II. Alors avec le temps, une idée lui vient. Il va marier Hatshepsut à son demi-frère. Comme ça, elle sera grande épouse royale, elle pourra le conseiller, elle pourra le contrôler si nécessaire, bref, elle tiendra les rênes de l'Égypte. Hatshepsut a 18 ans au moment du mariage. Vous vous dites qu'elle devrait se révolter contre un tel projet, eh bien en vérité, elle l'accueille avec enthousiasme. Extrait de Mozart l'Égyptien sur Europe, Franck. Je n'étais pas en train d'éternuer, je précise tout de suite. Thoutmosis, le fils, donc, vous l'avez compris, est un personnage un peu falot. Dans le roman de Pauline Gage, il passe carrément pour une sorte de jeune sot, obèse et indolent, poussé par sa mère, mais incapable de profiter des opportunités qui lui sont offertes. Là, évidemment, il faut faire la part du roman. Historiquement, on ne peut que déduire et supposer. Tout de même, Thoutmosis, le fils, Thoutmosis II, va avoir 2 enfants. Avec Hatshepsut, il a une fille qui s'appelle Néferouré. Néferouré, c'était déjà le nom de la sœur aînée d'Hatshepsut qui était morte jeune et que sa sœur regrettait infiniment. Et puis, avec une concubine qui s'appelle Iset, il va avoir un fils, celui qui sera désormais le gros souci d'Hatshepsut, encore un Thoutmosis, celui qui un jour régnera comme pharaon sous le nom de Thoutmosis III. Alors, pour servir de tuteur à la fille d'Hatshepsut, à Néferouré, le pharaon choisit un jeune moine soldat qui s'était illustré dans la grande expédition au pays de Kouch. Le pays de Kouch, c'est grosso modo notre Soudan actuel. Ce personnage s'appelle Senmout. Retenez bien son nom, Senmout, il va devenir le conseiller, l'ami, probablement l'amant d'Hatshepsut. Il va connaître dans ces conditions une ascension sociale vertigineuse. Il est directeur des greniers d'Amon. Amon, le dieu soleil, le grand dieu de Thèbes. Il sera directeur des travaux de Karnak, grand intendant d'Amon. Une sorte de premier ministre en somme, mais évidemment on n'en est pas encore là. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck nous relate dans son récit sur Europe 1 le parcours d'Hatchepsout, la véritable dame du Nil. L'ai-je bien descendu? Alors à la mort du grand pharaon Thoutmôsis Ier, c'est donc le mari d'Hatchepsout qui lui succède sous le nom de Thoutmôsis II. Et vous comprenez que sa femme devient donc comme prévu la grande épouse royale. Et à ce titre, c'est évidemment elle qui va gouverner dans les faits. Elle en a, je vous l'ai dit, les capacités, elle en a aussi l'envie et cette espèce d'ambition qui l'anime depuis son plus jeune âge. Le problème avec Thoutmôsis II, c'est qu'il n'est pas costaud, je vous l'ai dit, et qu'il meurt assez vite finalement, après seulement 3 ans de règne. Il a moins de 30 ans au moment de sa mort. Qui est son successeur? C'est naturellement le fils du pharaon défunt, celui de la concubine, celui qui va s'appeler Thoutmôsis III, donc le beau-fils d'Hatchepsout, qui en même temps est son neveu, évidemment, puisque c'était un mariage plus que consanguin. Comme ce n'est encore ce petit Thoutmôsis qu'un très jeune enfant, évidemment, c'est la tante qui va assurer la régence. Jusque-là, pourquoi pas? Cette régence, elle va durer, du reste, elle dure pendant 6 ans. Et puis, Thoutmôsis III prend officiellement ses fonctions. Il accompagne les chefs de l'armée dans une expédition militaire au pays de Réténou, c'est-à-dire ce que nous appellerions, nous, la Syro-Palestine. Et puis quand il rentre, et on est là à la veille de la 7e année de la Régence, quand il rentre, le jeune Thoutmôsis assiste à une sorte de coup d'État. Hatshepsut a organisé une sorte de révélation de nouvel oracle, encore une fois, vous savez, on verra tout à l'heure comment ça se passait précisément. Tout ça est suivi d'une mise en scène visant à la désigner, elle, une femme, comme roi, comme pharaon, de plein droit. Et là, je plonge de nouveau dans La Dame du Nil de Pauline Gage. Voilà ce que nous dit la romancière canadienne. Un silence pesant se fit dans le sanctuaire. Thoutmôsis s'inclina devant Amon et répandit de nouveau l'encens. Ménéna entreprit de réunir ses officiants, tandis que les nobles, la gorge sèche à force d'avoir chanté, songeaient au repas qui allait suivre. Mais Hatshepsut attendait sans bouger, convaincue au plus profond d'elle-même que quelque chose allait se produire. Et lorsqu'elle se prosterna jusqu'à terre pour la dernière fois, une voix claire s'éleva des lèvres de l'idole qui fit frémir toute l'assemblée. « Relève-toi et pars, bien-aimé roi d'Égypte !» Hatshepsut releva brusquement la tête. Tous les souvenirs, les ambitions, les échecs et les rêves de ces dernières années affluèrent en masse et explosèrent en un formidable cri de triomphe. Elle se leva et pivota, les bras tendus au-dessus de la tête. « Dieu a parlé » s'écria-t-elle en proie à l'exaltation de la victoire. « Je me proclame pharaon ». À l'extrait de la bacchanale de Samson et Dalila, signé Camille Saint-Saëns sur Europe 1. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette Hatshepsut, c'est que sitôt nommée, désignée par l'oracle dans sa fonction pharaonique, elle va en revêtir les attributs. On la voit quitter la robe fourreau pour adopter le pagne court des hommes, elle revêt le pectoral, se fait raser la tête, porte la barbe postiche. En tout cas, c'est ainsi qu'elle est représentée sur les bas-reliefs, sur les peintures funéraires, etc. C'est probablement comme cela qu'elle apparaît dans ses prestations publiques. Comment est-ce qu'elle s'habillait en privé? Ça, évidemment, on n'en sait rien. Et d'autant moins que, par ailleurs, il faut souligner le fait qu'elle n'a jamais changé de nom et que les inscriptions officielles ont continué de lui réserver la désinence féminine. On disait bien, c'est comme si on disait en quelque sorte « la roi ». C'est assez étrange comme situation. Les statues qu'on a conservées d'Hatshepsut nous montrent par ailleurs ce beau visage ovale, avec ce front haut, ses yeux en amande, et puis cette sorte d'expression divine qui doit sans doute plus aux conventions de la statuaire égyptienne qu'à la conscience personnelle de la reine devenue fille d'Hathor. Elle est devenue, à ses yeux même, elle est devenue une personne sacrée et même divine. En tout cas, désormais, on peut dire qu'Hatshepsut règne pleinement. Elle va prendre une série de décisions très importantes. Elle fait ériger, je vous dis qu'en Égypte, les décisions royales sont souvent des décisions d'édification de temples, de bâtiments, etc. Elle fait ériger à Karnak la fameuse paire d'obélisques, vous savez. Il y en a un, évidemment, qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde. Des obélisques dédiés à Amon et qui va être chargé de
d'extraire cette immense masse de pierre sans la casser, ce qui représente une véritable prouesse, qui va être chargé de l'extraire de la carrière, de la transporter jusqu'à Karnak, de l'ériger dans de bonnes conditions. Évidemment, vous avez compris que c'est Senmout. C'est lui qui est là, c'est lui qui restaure les anciens temples, c'est lui qui en bâtit de nouveaux. Surtout, avec Senmout, Hatshepsut va faire construire une nécropole royale de très grande envergure au pied de la montagne qui domine la rive gauche du Nil, en face de Thèbes. C'est ce site que nous appelons Der el-Bahari et qui est devenu si célèbre malheureusement il y a quelques années du fait de cette fusillade qui a eu lieu sur l'esplanade. Vous vous rappelez sans doute ce drame terrible. Voilà ce que nous dit Gilbert Sinoué. C'est un lieu magique où les collines de la chaîne libyque se présentent sous leur aspect le plus spectaculaire. Cette falaise de calcaire blanc, que le temps et le soleil ont colorée en jaune rosé, forme une barrière verticale. Les colonnades du temple s'élèvent terrasse après terrasse jusqu'à atteindre le rocher au reflet d'or. Les murs des cours, des salles latérales et des colonnades ont la blancheur de l'ivoire. Leur surface est polie au point de ressembler à de l'albâtre. Der el-Bahari demeure sans nul doute, aujourd'hui encore, l'un des plus beaux monuments du monde. Hormis ce monument, ce qui restera par ailleurs du règne d'Hatshepsut, ce sont ces expéditions extraordinaires qu'elle entreprend, notamment en Phénicie, pour en rapporter toutes sortes de richesses, à commencer par du bois. Vous savez que c'est un des problèmes d'un pays comme l'Égypte, qui n'est finalement rendu fertile que par le passage du Nil, c'est que le pays manque singulièrement de bois. Et qu'est-ce qu'on fait avec du bois ? Bien, non seulement on fabrique des maisons, mais on construit des navires, des bateaux, de très grands navires. Ça, c'est la condition nécessaire pour mener de grandes expéditions, et notamment celle qui bientôt va partir pour le mystérieux, pour le lointain, pour le richissime pays du Punt. Qu'est-ce que c'est que ce pays du Punt ? Longtemps, les historiens et les archéologues se sont posé la question. Il semblerait qu'on puisse le situer tout simplement dans la partie, vous savez, de ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, du côté de la côte somalienne. On est là environ vers l'an 8-9 du règne d'Hatshepsut. Ai-je besoin de vous préciser que le concepteur et même le chef de l'expédition s'appelle Senmout. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec à la une aujourd'hui sur Europe 1, l'histoire d'Hatshepsut, la femme pharaon, Franck. Cette femme pharaon, c'est un cas tout à fait unique pour ceux qui nous prendraient en cours, je le redis et le précise, c'est un cas tout à fait unique dans toute l'histoire de l'Égypte. Il ne s'agit pas là d'une grande épouse royale qui aurait eu un rôle important. Alors on connaîtra plus tard une reine d'Égypte, évidemment, la célèbre Cléopâtre, une des toutes dernières de la dynastie ptolémaïque. Mais en l'occurrence, nous sommes bien en présence d'un pharaon au plein sens du terme qui règne sur la haute et basse Égypte comme ont régné tous les pharaons de toutes les dynasties. Alors était-elle une usurpatrice ? Évidemment, la question se pose et aujourd'hui encore, le cas d'Hatshepsut ne peut manquer de faire problème du strict point de vue tout simplement de la légitimité. Mais c'est bien un pharaon dont nous parlons. J'en étais resté à cette flottille de 5 grands navires à laquelle on va faire passer les 5 cataractes du Nil. Vous imaginez les conditions complètement extravagantes d'une telle expédition. Si on devait faire une super production, il faudrait beaucoup de figurants ou alors des images de synthèse efficaces. Et puis l'arrivée au pays du Punt, ce pays qui se caractérise, et ça, on le voit très clairement sur les peintures égyptiennes et sur de bas-reliefs, qui se caractérise par ces maisons qui sont juchées sur des pilotis, et puis le retour triomphal de bateaux chargés de vivres, surtout de matières précieuses, chargés d'ébène, d'encens, d'électrum, donc un alliage d'or, vous savez, toutes ces richesses finalement de l'Afrique orientale. De cet exploit au pays du Punt, il ne faudrait pas conclure que le règne d'Hatshepsut aura été seulement celui des extravagances, loin de là. Il semble que le nouveau pharaon, si l'on enlève le fait qu'il soit une femme, se manifeste par sa normalité en vérité, mesure, prudence, équilibre dans les décisions royales qui apportent la paix à l'Égypte et la prospérité. Reste ce problème de légitimité. Le futur Thoutmôsis III étant devenu majeur, la régence de sa tante aurait dû s'achever depuis maintenant pas mal de temps. Et la voir régner comme ça, comme un pharaon aux yeux d'une bonne partie de la cour et de l'administration, ça doit passer pour un sacrilège.
Pourtant, le jeune Thoutmôsis ne va pas broncher. Oh, il s'insurge sans doute dans le privé. Il nourrit peut-être en secret une haine à l'égard de la reine, sa tante, pour ne pas dire le roi. Mais le fait est qu'il ne tente rien pour la détrôner. Ce n'est pas faute de disposer de vraies capacités militaires, puisque une fois qu'il sera devenu pharaon, à son tour, il mènera quand même 17 campagnes en Asie. Lorsqu'on évoque des périodes aussi reculées, il faut tout de même faire preuve d'une certaine prudence. Après tout, à son avènement, Thoutmôsis III se montrera d'une grande dureté envers le souvenir de sa tante. Vous savez qu'il ira jusqu'à faire graver son nom, le faire racler, supprimer de toutes les inscriptions officielles. On l'enlève ce nom, on enlève cette effigie d'Hatshepsut sur tous les monuments d'Égypte. On appelle ça la damnatio memoriae, on supprime sa mémoire. Ce qui tendrait à indiquer que quand même il la portait pas dans son cœur. À moins qu'en essayant d'effacer de la mémoire des hommes le souvenir de sa tante et néanmoins devancière, Thoutmôsis III n'ait obéi, et c'est ce que nous dit Gilbert Sinoué, qu'il n'ait obéi à des motivations politiques et même religieuses, des motivations supérieures. Ne pas laisser de traces de ce qu'il avait sans doute vécu comme une anomalie et que l'histoire aurait pu regarder comme une sorte de sacrilège. Vous vous rendez compte, une femme pharaon. C'est peut-être ça le secret de la disparition d'Hatshepsut de tous les temples d'Égypte. Un extrait d'Aïda de Giuseppe Verdi sur Europe 1 est interprété par Placido Domingo. Céleste et Aïda, Céleste, Aïda. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un coup d'État ait été tenté, que ce coup d'État ait échoué et que l'histoire égyptienne n'en ait pas conservé la mémoire? Ça pourrait expliquer par exemple la mort mystérieuse de Senmout entre l'an 16 et l'an 20 du règne d'Hatshepsut. Dans quelles conditions l'ami et le conseiller de la femme roi a-t-il disparu? Est-ce qu'il est mort de mort naturelle ou de mort violente? Il était quand même assez jeune. Il aurait pu, après tout, être assassiné par les ennemis d'Hatshepsut. Et après, le coup d'État ne réussissant pas, eh bien finalement, Hatshepsut aurait terminé son règne. Tout ça est très difficile à dire. Ça fait partie des questions qu'on va se poser évidemment tout de suite après 14 heures. Je redonne la parole, si l'on peut dire, à Gilbert Sinoué pour nous parler de la mort de la reine, du roi. Vers le 10e jour du 6e mois de l'an 22, donc on est en 1482 avant Jésus-Christ, Hatshepsut est prête à mourir. Elle doit avoir entre 40 et 50 ans, ses préparatifs funéraires sont bien avancés, son temple déjà construit et elle a toute latitude pour mettre de l'ordre dans ses affaires d'ici-bas. Thoutmôsis III, son futur successeur pleinement mature, a émergé de sa relative obscurité et a commencé à assumer un rôle de premier plan dans les affaires de l'État. Nous le voyons désormais représenté debout à côté de sa belle-mère plutôt qu'en retrait. En l'absence de preuves, nous dit Gilbert Sinoué, nous devons supposer qu'Hatshepsut est morte de mort naturelle et fut convenablement momifiée et enterrée avec dignité aux côtés de son père. Voilà pour ce qu'on peut dire sur un plan historique. Alors pour le côté romanesque, je replonge chez Pauline Gage. Le serviteur ne relâcha pas son étreinte en sentant la fine main trembler. Il l'entendit encore murmurer quelque chose et demeura longtemps sur le balcon dans le soleil couchant. Lorsque la brise du soir se leva, saisissant légèrement le pagne d'Hatshepsut, il tenta de se relever, mais ses muscles refusaient de lui obéir. Il resta assis, la main glacée de la dame du Nil contre son visage, alors qu'un dernier rayon de soleil faisait étinceler ses bijoux. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et Franck, vous l'annoncez tout à l'heure, ça y est, il est là. Gilbert Sinoué est avec nous sur Europe 1. Il est écrivain, historien et auteur notamment de 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire chez Pygmalion. Oui, ces 12 femmes d'Orient, donc vous nous présentez 12 portraits de femmes qui ne sont pas toutes orientales d'origine. Du reste, c'est très intéressant. On parlera tout à l'heure de celle que vous appelez la sultane martiniquaise, qui avait fait l'objet d'un très beau roman de Michel de Gresse, La Nuit du Sérail. Mais ce sont donc des grandes figures féminines de l'Orient dans une collection chez Pygmalion qui va présenter comme ça 12 personnages régulièrement. Ouais. Alors, Gilbert Sinoué, vous êtes vous-même un peu égyptien, disons-le. Quand je dis un peu, beaucoup. Je suis tombé dans le chaudron ou la marmite quand j'étais petit. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais paradoxalement, je ne me suis pas passionné, ça va vous surprendre, pour les pharaons. Mais vous savez, c'est un peu comme un Parisien qui passe devant la Tour Eiffel, il la voit jamais. Quand même, quand on passe devant Der El Bahari, c'est impossible de ne pas le voir. Ça, c'est prodigieux. Ça, j'avoue que ça m'a profondément marqué. C'est pour ça que je dis que c'est sans doute un des plus monuments du monde. Il y a un génie dans la conception de ce temple, parce que finalement, c'était un pari impossible. Quand vous savez où est situé ce temple, il est au pied d'une falaise
immense, imposante, et donc il aurait fallu imaginer un temple 10 fois plus imposant pour lutter contre cette espèce d'immensité de la falaise. Or, le génie de l'architecte, peut-être Senmout en particulier, pour autant qu'on puisse le savoir, mais ça a bien l'air d'être lui quand même. C'est très probable. A conçu en fait un temple qui se fond avec la falaise et qui donne l'impression que le temple c'est la falaise et que la falaise c'est le temple. C'est absolument génial. Oui, c'est un endroit tout à fait hors du temps et qui, ça c'est tout à fait étonnant aussi, ne présente pas les caractères de gigantisme d'un Abou Simbel par exemple. Hein. On n'est pas dans ces constructions des Ramessides qui ont un côté écrasant, gigantesque. Là, on a l'impression d'une harmonie avec le cadre. Ça, c'est assez fascinant. Alors, on a retrouvé, là, très récemment, la momie de ce qui pourrait... Enfin, une momie qui pourrait bien être la momie d'Hatchepsout. Alors, je m'empresse de dire qu'on est un peu déçus. C'est Zaïd Hawass lui-même, l'inoxydable directeur des Antiquités d'Égypte, qui l'a trouvé trop obèse pour pouvoir être Hatchepsout, mais il semble bien pourtant que ce soit elle. Comment est-ce qu'on arrive à savoir ça, Gilbert Sinoué ? En fait, comme vous disiez tout à l'heure, dès qu'on se pose des questions sur l'Égypte, on reste toujours avec une interrogation. En fait, il y avait 2 tombes. La première tombe, c'est la fameuse tombe KV20, dans laquelle, originellement, Hatchepsout aurait dû être enterré au côté de son KV, ce père. sont des lettres, hein. King Valley. King Valley. Voilà, c'est ça. Et donc, au départ, elle devait être enterrée dans cette fameuse tombe KV20. Cette tombe a été découverte très vite au moment de l'expédition Bonaparte en Égypte. Des pilleurs de tombes du type de Belzoni ont tenté d'y pénétrer. Et finalement, c'est le fameux Howard Carter, celui qui découvrira beaucoup plus tard la tombe de Toutankhamon, va y pénétrer. Et là, il y a effectivement deux momies. Non, pardon, il n'y a plus rien. On trouve rien, absolument rien. Des années plus tard, le même Howard Carter va ouvrir une seconde tombe, qui est la KV60, King Valley 60. Et là, il y a 2 momies. Une est couchée sur le sol. On ne sait pas très bien qui c'est, on ne sait pas qui c'est. Et l'autre qu'on identifie comme étant la nourrice de Hatchepsout. Le directeur des fouilles, M. Zaki Hawass, se penche sur cette momie et effectivement décrète que ça ne peut pas être Hatchepsout, qu'elle a des seins énormes, qu'elle est obèse. Mais les égyptologues se disent c'est peut-être... Elle a quand même les ongles peints comme une personne royale. Elle a les ongles peints en rouge, bordés de noir, et elle a le bras gauche replié sur la poitrine, ce qui est un signe en général royal. Mais Hawass n'y croit pas. Et puis quelques années plus tard, récemment d'ailleurs... En 2006, voilà qu'on découvre une molaire, un fragment de molaire dans un vase canope, un vase funéraire, dans la fameuse tombe KV20. Et sur le vase en question, il y a bien, alors là, le cartouche d'Hatchepsout. Absolument. Et dans la tombe initiale, là où aurait dû être enterré, absolument. Et là, grâce à la technologie actuelle, 3D, etc., on réussit à imbriquer cette mollée fragmentée dans la mâchoire de la fameuse momie à laquelle ne croyait pas Zaki Hawass. C'était une dent qui manquait, en fait. C'est une dent qui manquait, admirablement. Et là, on a déduit que c'était effectivement Hatchepsout, obèse, mort d'un cancer, probablement diabétique. Ça gâche un peu la poésie du roman. Évidemment, c'est plus la Dame du Nil de Pauline Gage. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus bon. Alors, mais on n'en est toujours pas sûr. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui doutent, évidemment. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, l'égyptologie, comme du reste l'étude des vieilles civilisations, quelles qu'elles soient, c'est qu'on est toujours, évidemment, dans une étude qui est au moins aussi archéologique qu'historique et sur laquelle on se pose toujours de nombreuses questions. Alors, parmi ces questions, j'ai été un peu embarrassé, vous l'avez remarqué dans mon récit tout à l'heure, par ces histoires d'oracles. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'oracles ? Est-ce que c'est un trucage de magicien ? Est-ce que c'est une transe collective ? Ces espèces de mise en scène, il y en a 2, voire certains disent 3 dans la vie d'Hatchepsout, qui sont des espèces de révélations disant qu'elle doit être le roi. Comment vous expliquez ça ? En fait, il y a 2 formes d'oracles. Il y a celle à laquelle tous les Égyptiens auraient pu s'adresser, consulter. J'allais dire c'est un cartomancien de l'époque, sauf que là, en l'occurrence, il s'agit d'Amon, le dieu tout-puissant, à qui on pouvait poser des questions quotidiennes du type est-ce que je vais me marier l'année prochaine ? Et on posait la question par l'intermédiaire d'un prêtre, alors ? D'un prêtre, absolument, au cours d'une petite cérémonie qui n'est pas du tout la même que celle vécue par Hatchepsout, à qui on peut demander est-ce que la récolte sera bonne, est-ce que je vais me marier, etc. En l'occurrence, là, pour les cérémonies concernant Hatchepsout, il s'agit d'une véritable cérémonie d'une grandiosité impressionnante, où on va poser une question au dieu,
Et le dieu va répondre d'une manière ou d'une autre. Une des manières les plus classiques, si j'ose dire, on voit les porteurs, des porteurs qui transportent la statue du dieu Amon. S'ils ralentissent, il y a une hésitation dans la réponse. S'ils s'arrêtent, c'est non. Et s'ils continuent d'avancer, c'est oui. Donc imaginez un peu ce qu'on peut faire dire à des porteurs au cours de cette cérémonie. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Hatshepsut. Ce qui est quand même bizarre, ce qui a posé problème, c'est que quand elle est jeune, elle annonce cet oracle, elle dit que c'est son père qui l'a prise par la main, qui l'a amenée au temple d'Amon. Et là, le dieu a décrété qu'elle serait pharaon ou roi. Or, son père n'était pas présent à cette époque-là. Il ne reviendra que 6 mois plus tard. Et beaucoup d'égyptologues se sont posé la question de savoir, est-ce que Hatshepsut prévoyait déjà de prendre le pouvoir à un moment donné ou à un autre, ou est-ce que son père, jugeant que son fils, le fils de sa concubine, justement, ce personnage frêle, indolent, etc., n'était pas apte à prendre le pouvoir et que c'est lui qui a préparé cette mise en scène. La question encore reste ouverte. Je m'empresse de dire que dans votre ouvrage, Gilbert Sinoué, il n'y a pas que des femmes mortes il y a 35 siècles. Heureusement. Nous y venons dans un instant. Claude Astier sur Europe 1 avec la momie. La momie. Franck. Alors, puisqu'on est dans les momies, finissons-en avec l'Égypte, si je puis dire. Cléopâtre est un de vos grands Une jolie personnages. momie quand même. Ah, sublime celle-là, avec son fameux nez. Vous Encore imaginez. qu'elle avait un nez proéminent insupportable. Ah hein. oui. C'est un mythe complet de Ce que dire vous dites, que oui. l'histoire du fameux nez de Cléopâtre, d'après ce qu'on voit, elle est moche. Elle n'était pas égyptienne. Elle n'était pas égyptienne de surcroît, descendante des Ptolémées, grecque, donc rien à voir avec l'Égypte. Mais ça reste une, pardonnez-moi l'expression, que les auditeurs me pardonnent, une sacrée garce. Parce qu'elle a quand même réussi à jongler entre des hommes extrêmement puissants pour maintenir l'indépendance de l'Égypte avec une subtilité. Elle avait un sens de sa famille et de son pays très aigu, ce qu'on voit très Absolument. bien dans votre... Oui. Maintenant, est-ce qu'elle a été amoureuse ? Ça, c'est la grande question qui peut se poser aussi. Et de César et de Marc-Antoine. Et de Marc-Antoine. Je la soupçonne d'avoir été plus amoureuse de Marc-Antoine que de César. Je crois que Ce qui peut peut-être se comprendre quand on connaît les deux hommes. Absolument. Mais ça reste un personnage absolument extraordinaire, fascinant. La fameuse manière vraie ou fausse dont elle est apparue devant César, roulée dans un tapis, etc. Tout ça fait partie de la mise en scène sûrement, mais ça reste un personnage, une diplomate hors pair. Et puis finalement, c'est la fin d'une certaine vision de l'Égypte. Complète. Nous avons justement 2 messages sur Facebook qui se complètent. C'est pour ça que ça m'amuse de les lire. Laurence nous dit « Je suis allé en Égypte, mais le temple d'Hatshepsut était justement fermé. Quel dommage !» Oui. Aïe. Et alors en revanche, Véronique nous dit « Là, je suis en Égypte. Quel destin fascinant, etc. » C'est un régal. Elle est absolument Elle est actuellement ravie. en Égypte. Oui, voilà. Elle est sur place. Ah oui, ça c'est l'avantage d'Internet, vous savez, c'est qu'on nous écoute dans des endroits totalement insoupçonnés. Alors, les femmes de pouvoir s'arrogent évidemment une place certaine dans votre sélection. Vous les avez choisies comment, ces 12 femmes orientales ? Écoutez, je vais être très sincère avec vous, je n'avais pas beaucoup de choix. Je pourrais vous dire qu'il y en avait des centaines, non. J'ai délimité une douzaine parce que ces 12-là me sont apparues flagrantes. Curieusement, j'ai pensé évoquer la préférée du prophète, qui était Aïcha. On en parlera à la fin de l'émission, Ouais. si vous voulez, oui. J'ai trouvé que même une femme comme Kalsoum était une femme de pouvoir Ça, c'est aussi. passionnant, oui. Elle a eu un impact sur le monde arabe et sur le monde musulman en général assez hallucinant. J'en ai cité d'autres comme... Une sorte de fédératrice, finalement, culturelle, on peut dire ça ? Absolument. Je pense que cette femme... vous savez, on l'a surnommée la 4e pyramide et je crois vraiment qu'elle a joué un rôle déterminant, fédérateur, effectivement. Alors il y en a 2 qui ont fait les beaux jours de cette même émission il y a quelques années, puisque j'ai dû leur consacrer à chacune au moins 3 émissions. Mais c'est vrai que ce sont des personnages très, j'ai envie de dire, ce sont de bons clients. Alors ce sont Zénobie, évidemment, reine de Palmyre. La fameuse reine de Palmyre, encore une indépendantiste. À sa manière, elle fait une sorte de Cléopâtre, à la différence qu'elle n'a pas osé se rebeller contre Rome militairement, peut-être qu'elle n'avait pas les moyens, alors que... Ou qu'elle ne voulait pas se les donner, qu'elle ne voulait pas se les donner, alors que la fameuse reine de Palmyre, sur laquelle on sait aussi très peu de choses, à un moment donné, sentant que l'Empire romain s'écroule, va prendre le dessus, profite de l'occasion pour essayer elle-même de créer son empire. Et là, elle va commettre une erreur majeure, elle va s'attaquer à l'Égypte et à Alexandrie, grenier de Rome, et on ne va pas lui pardonner, et on va la retrouver, et
deux versions, où elle est décapitée à Palmyre, ou alors elle est entraînée à Rome, enchaînée, et on ne sait pas très bien comment elle a fini. Une héroïne de péplum, en somme. Une héroïne de péplum, absolument. Et alors, le personnage, puisqu'on parlait d'un destin étonnant, il est inouï pour une princesse royale de devenir pharaon d'Égypte, puisque ça n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire. Mais est-ce qu'il n'est pas encore plus inouï pour une esclave et prostituée de Byzance de finir impératrice? Théodora, là. Théodora de Byzance. Écoutez, cette femme a fait couler beaucoup d'encre et pour cause. Mais voilà une femme qui a quand même une vie pour le moins dissolue. Le moins qu'on puisse dire. Ah oui, ça. Prostituée, etc. Bon, et qui va aller à Canossa, qui va repartir pour Alexandrie, rencontrer des théologiens, faire amende honorable, découvrir la foi et se métamorphoser en homme politique, elle aussi, extraordinaire, et qui va aussi jouer un rôle déterminant dans la politique de l'Empire byzantin. Ce sont des femmes qui sont quand même douées d'une sacrée personnalité, d'une sacrée volonté, et qui ne se laissent pas abattre. Oui. Il y a chez Théodora peut-être plus il y a aussi chez elle peut-être plus de sens du pouvoir, de sens politique que ce qu'on a pu dire. On la voit toujours comme évidemment la prostituée de service. Voilà, oui. mais c'est un très grand esprit quand même. Immense et qui s'est cultivé, qui a appris et qui est devenue une érudite et j'allais dire une sorte de théologienne à sa manière. C'est ça, oui. Absolument. Elle devient, à une époque où, parce que bien entendu, l'Empire byzantin, aujourd'hui, n'a laissé quasiment aucune mémoire en Europe occidentale et notamment chez les Français. On ne parle jamais de Byzance, c'est tout ça fait. On parle de Constantinople. C'est hallucinant. Alors maintenant, on parle évidemment d'Istanbul. Mais ça a quand même été l'un des grands empires du monde et un lieu de culture extraordinaire, etc. Immense. Et peut-être que grâce à des personnalités un peu fortes comme Théodora, ça permet aussi d'en reparler de temps en temps. On vient dans un instant à deux figures sur lesquelles j'aimerais qu'on insiste davantage avec vous, deux de ces 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on retrace le parcours de femmes d'exception aujourd'hui sur Europe 1 avec le romancier Gilbert Sinoué. Franck. Gilbert Sinoué qui signe donc chez Pygmalion cet ouvrage, ce florilège, ce bouquet de 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire. Alors on s'est beaucoup appesanti sur le cas d'Hatshepsut, le plus ancien de tous ceux que vous avez racontés du reste. J'aimerais qu'on vienne alors à un cas beaucoup plus récent, assez inouï, qui a fait l'objet, je le disais tout à l'heure, d'un grand roman, La Nuit du Sérail, dans les années 80. C'est ce personnage qui était une cousine de Joséphine de Beauharnais et qui s'est retrouvée dans des circonstances tout à fait romanesques, rocambolesques, qui s'est retrouvée prisonnière, disons dans un premier temps, du sérail du palais de Topkapı en Turquie, et qui est devenue, qui a fini par devenir l'épouse du sultan de Constantinople. C'est incroyable cette histoire. Oui, écoutez, là aussi il faut se méfier, mais bon, de ce qu'on sait, c'était une jeune Martiniquaise, c'est Méduc de Rivry, qui était partie à Nantes. Ça commençait bien. Était partie à Nantes pour suivre des études, et puis à l'âge de 18 ans, elle est supposée rentrer dans son pays. Et là, elle est interceptée par un bateau de corsaires qui va l'enlever, et elle est sa gouvernante apparemment, et elle va être amenée à Alger et offerte ou vendue, on ne sait trop, au dey d'Alger, le gouverneur d'Alger, qui lui va se trouver devant une perle absolue, d'une beauté exceptionnelle, et qui va se dire, en plus éduquée, les bonnes manières, elle sortait d'une grande famille, et il va se dire, voilà un cadeau magnifique pour le sultan Abdulhamid, je vais m'attirer ses bonnes grâces. Et il va donc l'envoyer, enrubanner si j'ose dire, à Istanbul et l'offrir à Abdulhamid, dont elle deviendra très vite la favorite. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer cette fille, justement, de bonne famille. Et ensuite de son fils, etc. Parce que après, oui, bien sûr. Imaginez cette femme dans ce harem, enfin, c'est étourdissant. Par la suite, elle va devenir la favorite de son fils. Elle va avoir des relations avec lui, évidemment. Et on suppose qu'elle a commencé à jouer un rôle assez influent. Elle aurait même favorisé
les relations politiques entre la France et Istanbul à ce moment-là. Donc, dans l'ombre, on se dit là, on que... est dans les années, on est après la Restauration, en fait. On est après la Restauration, et donc on se dit que voilà une femme qui n'était pas du tout programmée, si j'ose dire, pour ce genre de rôle, qui va vivre dans un harem où on peut imaginer que les femmes étaient soumises dans l'attente des volontés de leur sultan, et finalement ces femmes-là vont jouer un certain rôle dans l'ombre. Et ce qui prouve bien que ce que femme veut, n'est-ce pas? D'accord. Comme souvent. Et c'est un cas effectivement assez unique. Oui, unique et incroyable. Quand on visite le sérail du palais de Topkapi, c'est un des endroits sans doute les plus chargés de mémoire. C'est très très fort. Hein. Ça aussi, ça fait partie des monuments. Étonnant. Alors, évidemment, elle n'était pas elle, cette aimée devenue Lakshmi, elle n'était pas elle, une femme d'Orient. Elle n'était pas. Non. Mais dans ce florilège que vous nous présentez, il y a un certain nombre de tempéraments où l'on reconnaît des grandes tendances de la femme orientale. Si vous deviez la définir, cette femme orientale, peut-être pas idéale, mais modèle, comment la définiriez-vous finalement ? Quels sont les traits qui la distinguent? Écoutez, moi l'impression que j'ai toujours eue des femmes d'Orient, c'est que c'est une fausse impression. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'imagine des femmes extrêmement soumises à la cuisine, aujourd'hui voilées de préférence, mais en réalité, elles ont un peu le rôle, j'allais dire, des mamas corses. C'est-à-dire qu'elles ont une force sous-jacentes comme ça, et elles sont en fait extrêmement puissantes, et elles jouent un rôle dans la famille en tout cas beaucoup plus déterminant qu'on imagine. Et on le voit, on voit aujourd'hui, pour faire un rapprochement avec ce qu'on appelle le printemps arabe, oui, et l'Égypte en particulier, on a vu ces femmes dans la rue manifester parallèlement aux hommes, avec la même conviction et la même force. Donc, je crois qu'il ne faut pas caricaturer la femme d'Orient systématiquement et l'imaginer toujours en femme soumise, béni oui, disant, voilà, répondons toujours aux ordres de son mari ou des hommes qui l'entourent. Vos récits s'ouvrent sur le cas de celle que vous appelez la préférée. Voilà une femme absolument extraordinaire, qui est la plus jeune épouse du poète, qui est du prophète. Il n'aimait pas la poésie, donc là j'ai un peu du prophète. C'est Aïcha. Quand il croise son regard, elle a 9 ans, c'est la fille de son meilleur ami, Abou Bakr, et il va être très vite subjugué par la beauté de cette gamine au départ. Il l'épousera plus tard, à défaut de ce qu'on peut croire, il ne l'a pas épousée quand elle avait 9 ans, mais vers l'âge de 11 ans, et elle va jouer aussi là un rôle déterminant dans la vie du prophète. Ce n'était, vous l'avez bien compris, qu'une entrée en matière. Gilbert Sinoué, 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire, c'est chez Pygmalion. La 13e femme sur Europe 1 s'appelle Faustine Bollard. Bonjour Faustine. Bonjour Franck, bonjour à tous. Cet après-midi, on va parler de ces hommes âgés de 50, 55 ans, 60 ans qui goûtent une nouvelle fois aux joies de la paternité, à l'image de François Berléand, Daniel Auteuil ou encore Nicolas Sarkozy. Alors comment expliquer cette tendance qui prend de l'ampleur? Venez nous dire de quelle manière vous avez accueilli le retour du biberon, des couches et des pleurs au milieu de la nuit. Avez-vous profité pleinement de cette naissance malgré l'âge? L'arrivée du 3e ou 4e bébé vous a-t-elle redonné un coup de jeune ou au contraire un sacré coup de vieux? On en parle au 39-21. Père à l'âge d'être grand-père, c'est le thème de notre émission du jour. À vous entendre, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais trop tard, exactement. Enfin, vous avez la vie devant vous. Sur ces belles paroles, à demain, Franck. Merci Julien.